ça s'appelle Raconte-moi. Hmm. Et moi, ton mode de vie, il est un peu particulier. Je voulais que alors, peut-être particulier pour les personnes lambda, mais je voulais que tu le partages avec nous. Donc, je te présente brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu t'appelles Jean-Christophe Ordonneau et tu as créé dans les années 90 Melsion avec d'autres associés. Euh, Tu es conseiller de confiance, donc tu accompagnes les entrepreneurs. Tu me suis depuis plusieurs années maintenant. Et vous avez été très présent pendant le confinement pour s'adapter à cette crise en quelque sorte. Donc, vous avez vraiment aidé sur tout ce qui pouvait aider l'entrepreneur à s'adapter à cette crise. Donc, on pourra en parler aussi dans cette petite interview. Mhm. Euh, et moi, la première question que je pose en général aux invités que j'ai, c'est raconte-moi ta vie en 4 minutes maximum. En 4 minutes maximum. Ah, écoute, Tu n'es pas obligé de tout dire, mais d'où t'es non, parti non, mais écoute, aujourd'hui. j'ai eu une enfance heureuse, quoique j'ai été un enfant difficile. J'ai fait une école de commerce que je voulais la plus courte possible pour essayer de ne pas perdre de temps. J'ai fait mon service militaire comme officier. Je suis sorti au moment où la crise du 90 est arrivée, donc je suis fait partie de ceux qui pensent que ça va ressembler à la crise de 90. J'aurais peut-être tort et c'est toujours le biais qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est ça qui me crée ce biais probablement. Par ailleurs, eh ben, je suis marié depuis 25 ans, j'ai 3 enfants de 24, 20 et 14. Et puis, donc, j'ai refait des études supérieures en 93 en faisant un troisième cycle d'ingénierie financière et un autre de marketing industriel. J'ai Ok. fait quelques formations à droite à gauche, au CNAM, à Sciences Po et puis à Stanford. Et donc depuis 96, effectivement, je suis un des fondateurs de Melsion, Chassagne et compagnie, qui accompagne donc en ce qui me concerne une petite quarantaine d'entrepreneurs que je vois une fois par mois minimum, et puis qui me posent des problèmes, me posent des questions intéressantes, et j'essaye de les aider le mieux que je peux. Ouais. Par ailleurs, je suis le patron d'un club de Muay Thai, de boxe Thai, et je suis fondateur d'un think tank sur les infrastructures de transport. Et on est en train de lancer un autre organe de réflexion sur la méthode pour changer en matière de pouvoir public. Ok. C'est bien résumé en moins de 4 minutes. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est une question. J'en avais parlé au début du confinement. C'est 36 questions de Arthur Aron, en fait. C'est un test psychologique Hmm. où ils promettent à deux inconnus de tomber amoureux à l'issue de ces 36 questions. Et il y a une Ouais, de ces questions, c'est raconte ta vie en 4 minutes. Et effectivement, quand d'accord. tu as deux inconnus, alors nous, on n'est pas inconnus, et Ouais. tu poses cette question, bah, ça crée tout de suite une connexion, une intimité entre les deux participants. Et je me suis beaucoup amusé à ça avec des personnes en entretien ou autre, de raconte-moi Ouais. ta vie en 4 minutes. Et c'est marrant de voir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on oublie de sa vie en 4 minutes. On peut difficilement tout raconter en 4 minutes, mais au moins on voit ce qui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 4 minutes, on essaie de dire les choses un peu importantes pour soi, et du coup, ça permet à l'autre de voir des choses comparables ou qui nous rapprochent, ou qui il y a certainement quelque chose là-dedans. Hein. Exactement. Bon, on rentre dans le vif. Euh, Tu as une alimentation qui est basée, on parle souvent d'alimentation, tu as une alimentation qui est basée sur les protéines animales. On peut communément l'appeler l'alimentation carnivore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé là? Alors, c'est un long sujet de recherche, puisqu'en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé dès le début de ma vie d'adulte, c'est-à-dire que j'ai commencé à essayer de voir comment je faisais pour être le plus optimum possible. Euh, donc, ça a commencé en fait quand j'étais à l'armée, où je m'apercevais que j'avais
des tendinites et que c'est probablement que je ne buvais pas assez, donc je me suis mis à boire un peu plus. Ça a continué un peu plus tard en me disant, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mes performances se décroissent. Donc, j'ai commencé à faire tout ce que fait quelqu'un qui cherche à s'améliorer. Donc, j'ai essayé d'appliquer toutes les règles qui étaient explicitées par les uns les autres. Je me suis documenté de plus en plus sur mon équilibre alimentaire, comment je fais pour améliorer mon régime, etc. La première grosse pierre, en fait, a été de parler avec un de mes amis qui était assez en pointe là-dessus. Et en fait, donc pour la petite histoire, j'étais à quelques semaines de la fin du carême et mon effort de carême avait été de couper le sucre. Ok. Et quand je lui disais que je m'apprêtais à reprendre là parce que c'était la fin du carême, et il m'a dit écoute, tu devrais peut-être ne pas reprendre. Et il me dit tu devrais regarder les bouquins de David Servan-Schreiber. Alors, il se trouve que ma mère m'avait parlé de ce bouquin un an avant, mais Il était bon, cancérologue, c'est ça? puis quand c'est ta mère qui t'en parle, ça n'a pas du tout la même valeur, on est d'accord. Mais deux personnes qui m'en parlent venant d'horizons différents, ça fait partie des signaux faibles auxquels je suis sensible. Ok. Et par ailleurs, j'avais un associé à l'époque qui avait arrêté le sucre lui-même pour des raisons médicales. Ses enfants avaient une inflammation, on lui avait recommandé d'arrêter le sucre. Et j'avais été assez impressionné par le changement que ça avait opéré sur lui. Donc j'ai arrêté le sucre. Et ça, c'était il y a 12-13 ans. Et à ce moment-là, j'ai fondu en 3 mois. Je suis passé de 83, 84, 85 kilos à 75. Ok. Bon, sans effort, ok, ça c'est bien. Évidemment, quand tu fais ça, tu vois, tu passes enfin, tu prends des jus d'orange parce que enfin, des jus de fruits parce que c'est sucré, etc. Puis tu te dis tout d'un coup, enfin, quand même, c'est bizarre ces trucs de jus d'orange. Et donc, j'ai commencé à faire une recherche à ce moment-là dans l'idée de comment aller vers quelque chose qui soit une nourriture euh, ancestrale. Donc juste pour préciser pour les non-initiés, quand tu dis pas de sucre, c'est pas de sucre du tout, c'est pas que pas de sucreries, genre des bonbons et Alors, des... à l'époque, il y a 13 ans, c'était pas de sucre, donc rien de ce qui était sucre raffiné. Ok, mais sucre Pas de naturel, on pâtisserie, consommait pas quand de même. chocolat avec du sucre dedans. Dès qu'il est marqué le mot sucre ou un équivalent sur l'emballage, je le rejetais. Ok. Donc ça, mais c'était il y a bien longtemps, hein. Et, j'ai traité ça comme une addiction. J'ai traité ça comme une addiction, c'est-à-dire un truc où tu dis, bah, il ne faut pas le mettre à proximité de toi. Il ne faut pas te dire à toi-même que tu aimes bien le sucre, que c'est bien sympa, que oh là là, ça te conforterait, etc. Il faut t'interdire les pensées en fait, qui renforcent dans ton esprit l'addiction. Et bon, en l'espace de 1 ou 2 ans, c'était un truc qui était passé. J'en ai profité pour rencontrer David Servan-Schreiber à l'époque et discuter de ça avec lui. Et lui était très très clair déjà à l'époque sur le fait que c'est un carburant incroyable pour le cancer, le sucre. Donc j'ai commencé ça. Un peu après, je suis tombé sur les vidéos du professeur Lustig qui explique de long en large pourquoi le sucre est mauvais. Et il explique aussi pourquoi le fructose est dans la même catégorie. Donc j'ai commencé à me poser la question du fructose, mais tout en me disant qu'il fallait quand même des fibres, qu'il fallait quand même des vitamines, etc. Donc j'étais en train de continuer ça. Et je suis tombé donc il y a 3 ans, 3 ans et demi, sur tout ce qui est le régime dicétogène. Et en fait, l'approche est arrivée de conférences sur l'histoire et qui montraient que les civilisations qui se nourrissaient aux céréales avaient brusquement une augmentation dingue de leur maladie inflammatoire. Je crois qu'on parlait de ça avec les Égyptiens qui consommaient ça. Exactement.
Exactement. Il y avait notamment le cas des Égyptiens où on a des tas de petites statues de scribes Mm. qui étaient les hauts fonctionnaires de l'époque et qui montrent tous les signes d'une une nourriture trop forte en glucose, notamment c'est le ventre qui est démesuré. Et aussi, il y a un truc qui est toujours assez marrant, c'est le fait qu'ils aient des seins, Exactement. qui est signe d'une trop grosse production d'œstrogène. Mm. C'est assez typique en fait, du fait d'être intoxiqué aux glucides. Et dans une population qui en fait dépend de la céréale, c'est tout à fait normal. Et tu t'aperçois à ce moment-là que toutes les civilisations qui ont touché à la céréale se sont bien développées parce qu'elles sont devenues elles ont eu la possibilité d'être très nombreuses, mais ont eu au niveau de l'individu une chute assez considérable de leur performance, de leur qualité de vie, de leur qualité athlétique, etc. Quand Tu tu dis demandes à un paléontologue de... Pardon. Quand tu dis que les civilisations se sont bien développées, c'est que comme tu as des cultures céréalières et donc tu peux les stocker, tu peux voir venir sur plusieurs années, c'est ça? Tu peux nourrir une quantité de jeunes adultes importante et donc tu peux les envoyer à la guerre assez facilement face à des populations de chasseurs qui, elles, sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus longtemps. Mais ça, à la limite, tu t'en fous parce que si ta population elle réussit à vivre jusqu'à 30 ans, bah, elle a de quoi se reproduire et faire la guerre. Mm. Qu'importe de savoir dans quel état tu es à 40 ans. Ok. Et en face, tu as des populations qui vivent en très bonne santé jusqu'à 60 ans, mais bon, bah, ils peuvent pas, ils n'ont pas un mode de vie qui permet finalement d'avoir des collections d'enfants, dont une grosse partie a une mortalité infantile forte, parce que c'est pas nécessaire, et puis c'est une économie qui n'est pas la bonne. Alors que l'agriculture, tu es obligé de défendre ton champ, ton précaré, donc, et puis tu es obligé de travailler la terre, donc avoir la main-d'œuvre, c'est une bonne chose. Ok. D'ailleurs, c'est des guerres qui ont lieu au moment où l'agriculture n'a pas besoin de toi, et puis après, tu retournes au champ. C'est une façon Oui, d'occuper. on prend des agriculteurs et on leur met une arme à la main. Exactement, et puis ils vont par leur nombre, submerger des surhommes que sont les chasseurs. Euh, Pour donner une idée, les Cro-Magnons qui vivaient sur la France il y a 40 000 ans faisaient en taille moyenne 1,85 m. Ok. C'est supérieur à la taille moyenne des Hollandais. Ouais. Et c'était des grands costauds. Et c'était le résultat du régime carnivore. Donc je suis passé En fait, donc du coup, j'ai chassé non plus seulement le sucre, mais aussi tous les produits céréaliers. Et donc pain, farine, pâtes. L'alimentation brute, quoi. Voilà. Alors, dans l'esprit d'une nourriture ancestrale et paléolithique, si tu veux, j'ai conservé à cette occasion les pommes de terre ou des choses un peu comme ça, parce que ça paraît comme, tu sais, les racines dont les hommes préhistoriques se nourrissent. Il y a souvent cette idée de la patate douce comme une bonne nourriture ancestrale, etc. Et donc, c'est là où je suis tombé sur l'alimentation cétogène. Et donc, ce que dit en substance les partisans de l'alimentation cétogène, donc en anglais ça s'appelle low carb high fat, donc peu de glucides et beaucoup de lipides. Et ils disent finalement, tu as besoin de réduire ta quantité de glucides en dessous des seuils qui vont déclencher ta production d'insuline durable. Okay. Donc avoir un petit pic d'insuline après le repas, c'est normal. C'est-à-dire c'est normal, tu vois, d'avoir à la limite d'avoir ton glucose sanguin qui monte à 130 pendant 1 heure ou deux. Mais au-delà, tu es dans une zone où tu es en train d'abîmer tes vaisseaux sanguins, où tu es en train de déclencher un orage
Et cette rage, le corps cherche à le combattre en produisant des doses importantes d'insuline. Et cette production toujours de plus en plus forte d'insuline va amener à une résistance à l'insuline, va amener du coup à un sucre de plus en plus permanent dans les vaisseaux. C'est très très lié à cette histoire de Covid d'ailleurs, puisque on s'aperçoit que le Covid, son mode d'action principal, c'était d'attaquer les tissus endothéliales, donc les tissus qui recouvrent, qui fait la couverture des vaisseaux sanguins. Et ce faisant, ils déclenchent leur mort et l'émission de facteurs de Van Velde qui sont des facteurs qui créent l'agglomération de plaquettes et donc des mini-thromboses. Et c'est ces mini-thromboses qui vont bloquer les vaisseaux qui cherchent à aller récupérer l'oxygène dans les poumons. D'où la détresse respiratoire. Oui, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce n'est pas une détresse respiratoire au sens où tu respires normalement, mais en revanche, tu es en hypoxie complète. Donc, tu vois des gens qui étaient à 75% d'oxygène, alors qu'ils avaient l'air de respirer normalement. Ils toussaient un peu, et donc, ce que ça montrait, c'était très probablement, et très certainement parce qu'ils sont déjà prédiabétiques et qu'ils ont déjà des tissus endothéliales qui sont endommagés, et ce virus en plus, ça lance l'orage, quoi. Ok. Mais c'est un exemple parmi d'autres des effets à long terme de cet état prédiabétique, c'est-à-dire un état avec beaucoup de glucose dans le sang et avec une insuline énorme qui n'arrive pas à agir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui finalement le diabète de type 2, c'est quand cet état-là il est définitif, quoi. Voilà, alors, le diabète de type 2 n'est pas définitif. C'est jamais définitif. Si le mode de vie reste le même, ce sera définitif. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant parce que les médecins aujourd'hui, la plupart du temps, sont restés sur les enseignements d'il y a 40 ans, où on expliquait que c'était une maladie progressive et qui ne pouvait qu'aller en s'aggravant. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que apparemment, il y a des études très claires sur le sujet qui montrent qu'on arrive à faire régresser et faire disparaître le diabète. De type 2. Mais en tout cas, être en diabète ou en état prédiabétique, c'est-à-dire un état qui n'est pas encore diagnostiqué, ça mène très directement au cancer, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies neurodégénératives. Quand on réétudie ce que peut être un Alzheimer, c'est des cellules du cerveau qui n'arrivent pas à utiliser le glucose dont elles ont besoin parce qu'elles sont devenues complètement insensibles à l'insuline. Exactement. Et donc, la seule solution, c'est de remettre la sensibilité à l'insuline à zéro. Et ça ne se fait que si on arrête de manger du sucre et qu'on ne mange que... Et alors, effectivement, quand je suis tombé là-dessus, ça m'a mis des tas de questions à tête parce que moi, depuis tout petit, j'avais appris que les glucides, c'était bon pour l'énergie, c'était la façon pour les sportifs, etc. Et c'est fascinant quand tu rentres sur ces trucs-là de voir à quel point ça ne repose sur rien, de voir à quel point ton corps s'adapte très très vite à transformer l'énergie du lipide en une vraie source d'énergie qui est 2 fois plus efficiente. Et l'efficacité en fait de cette source d'énergie est telle que ils ont fait des tests chez les nageurs de combat américains. Donc c'est les militaires, tu peux leur dire toi tu manges ça et toi tu manges ça. Et il y a une moitié qui mangeait normalement et l'autre moitié qui mangeait que du gras. Okay. La différence en 4-5 semaines, c'était que ceux qui mangeaient que du gras passaient de 2 minutes à 4 minutes d'apnée. Okay. Ils multiplient par 2 leur capacité d'apnée sans aucun exercice différent par rapport aux autres. Okay. Et c'est très, très compréhensible en fait quand tu connais un minimum de biologie moléculaire. C'est que le glucose qui rentre dans la cellule, pour qu'il soit transformé en énergie, il y a 12-13 transformations successives enzymatiques. Et la dernière
qui passe de l'acide pyruvique de mémoire à l'acétyl-CoA, demande un oxygène. Alors que le gras, lui, c'est une simple bêta-oxydation, donc c'est un découpage au niveau du deuxième carbone de la chaîne Rien qu'en mangeant du sucre, on a déjà bouffé une bonne quantité d'oxygène qui aurait pu servir à nourrir Voilà, exactement. Tu as besoin de 2 fois plus d'oxygène, donc du coup, tu vois, dans un contexte, encore une fois, de Covid, c'est sûr que ça doit faire une différence. Hein. Si l'oxygène est rare et qu'en plus tu le gaspilles en l'utilisant pour brûler un carburant qui n'est pas le bon, qui est le glucose, ben, effectivement, tu as un vrai sujet. Si, tu as cité la perte de poids tout à l'heure, qui était quelque chose qui t'a le plus vite marqué sur ton alimentation sans sucre. Ouais. Tu viens de parler de capacité respiratoire. On a parlé aussi d'énergie. Qu'est-ce que tu aurais pu lister encore qui sont les bienfaits de cette alimentation? Pas que physique. Ça peut être... Donc là le moment où je suis passé en cétogène, donc c'était probablement en septembre 2017. 3 mois après, j'étais passé de 74 à 68 kilos. Ok. Et sans savoir que j'avais quelque chose à perdre. Okay. Et ce que j'ai perdu essentiellement, c'est de la graisse intra-abdominale. D'accord. Donc c'est la graisse qui commence par se stocker dans le foie parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Puis après, va se mettre autour du foie, autour des organes, dans tous les organes internes. Là qu'on a le gros bidon, en fait. Voilà, c'est ça qui fait ce gros bidon, en fait. Et c'est fascinant, en fait, de voir que simplement en changeant son alimentation, c'est pas une question de nombre d'abdos que tu vas faire sur le bord de la plage, mais c'est uniquement de ne plus avoir cette graisse qui pousse derrière ta paroi abdominale et qui fait que tu vois plus tes abdos. Et puis, c'est marrant, c'est que quelqu'un qui comprend un petit peu, comme tu dis, la biochimie, on va dire, comprendre les bienfaits de cette alimentation, mais quelqu'un qui a du gras sur le ventre et tu lui dis de manger du gras, il va tout de suite penser cholestérol, il va tout de suite penser gras dans mes artères, et pourtant, le fait en fait, si tu veux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le sucre, quand il est stocké sous forme de glycogène, et le maximum que tu puisses stocker, c'est à peu près une journée d'énergie, 2000 kilocalories. Okay. Tu n'arrives pas à faire plus. Donc tout ce que tu as en plus, tu le bascules en réserve. Et du coup, c'est intéressant de voir que moi, dans mon cas, ça m'arrive de manger plus de 2000 kilocalories. Mais ce que ça fait, c'est qu'en général, ça me donne plus d'énergie et du coup, j'ai envie de faire du sport. Okay. Et ça, dans mon cas, c'est vraiment dans ce sens-là que ça s'est passé. Tu sais, on dit aux gens, vas-y, bouge-toi un peu, va faire du sport. Mais en fait, le problème est qu'ils ont peut-être les quantités, les calories suffisantes. Ils ne peuvent pas les mettre en pratique, quoi. Ils ne peuvent pas les utiliser. Ouais. Elles sont mises en stockage. Donc, en fait, ton corps voit le sucre arriver, il doit s'en débarrasser, il le met dans le fourneau pour en faire l'énergie dans toutes les cellules possibles, et puis tout le reste, il le met sous glycogène, et quand il n'y a plus rien, il le stocke. Et pour ne pas avoir une compétition au niveau des cellules entre le glucose et les lipides, il empêche les lipides de sortir de leur réserve. Alors que toi, et ça explique tous les gens qui arrivent le soir, chez eux et qui crachent devant leur télé et qui sont incapables de rien faire. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont feignants? Et ils finissent par se dire qu'est-ce qu'ils sont feignants. Mais en fait, c'est simplement qu'ils sont cramés, qu'ils ont des réserves d'énergie, certes, mais de l'insuline dans le corps qui fait que du coup, tu ne peux pas taper dans ces réserves. Donc ça, c'était une grosse découverte. Et en même temps, c'est terrible parce que c'est des trucs où tu dis, mais attends, tout ce qu'on m'a appris est faux, quoi, en fait. Et toi, tu commences à faire, wow, mais c'est pas vrai. Mais, et tu veux, depuis le nombre de trucs complètement faux que j'ai appris, c'est assez fascinant, quoi. C'est assez fascinant. Et quand je dis j'ai appris, c'est que tu regardes une conférence et puis tu as un mec qui dit, bah, regardez les différentes études sur le sujet, vous croyez que, ben, c'est pas si net. Et tu accumules comme ça des découvertes qui remettent en cause une grosse partie de la doxa actuelle.
À quoi ressemble une journée d'alimentation pour toi? Je sais qu'en plus d'être basé, bon, pas sur du sucre, mais sur du gras. Alors oui, oui. Donc pour finir exactement le chemin, un an plus tard, je tombe sur des conférences dans ce type encore qui d'abord disent mais vous savez il y a des gens qui mangent que du carnivore et qui vivent très bien. Alors j'étais mais non mais et les vitamines C et les fibres et je m'en souviens très bien parce que je me souviens avoir recommandé à un copain de manger un peu plus de fibres parce que je le voyais un peu déprimé. Je me disais la dépression, si tu n'as pas les fibres qui produisent des acides gras courte chaîne, ça peut expliquer, etc. Enfin, tu vois, et là, je tombe sur une conférence de Paul Mason. Paul Mason est absolument extraordinaire comme conférencier. C'est un Australien. Il a fait des conférences extraordinaires, aussi bien sur le mal de dos que sur le régime cétogène. Et là, c'était un truc où il explique que les fibres n'ont aucun intérêt. Ok, Enfin, dans le meilleur des cas, hein. Il est même probable qu'elle soit un toxique pour les intestins. ok, Tu as des études très claires sur le fait que plus de fibres égale plus de polypes intestinaux. ok. Et moins de fibres égale moins de constipation. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'on nous apprend. Ouais. Et lui ressort des études très très claires sur le sujet, quoi. Pas des trucs où peut-être il faudrait voir. Des trucs en expérimental où on a mis deux catégories, des gens qui ont tous se plaignent de sévères douleurs et qui sont très très hauts sur les 5 points qui décrivent la constipation. Et tu vois la constipation qui augmente quand on augmente les fibres et puis qui part à zéro quand on fait zéro fibre. Ok. Je dis, mais ça, c'est étonnant. Les médecins ne savent pas ça. Et apparemment, non. Et apparemment, non. Après, tu as des tas d'études qui cherchent à montrer mais si, regardez, il y a quand même quelque chose. Tu as des sujets là-dedans qui sont de l'ordre du quasi religieux. Hein. Tu as des gens que ça gêne de devoir enlever la vie à des animaux. Bon, moi, je trouve que les animaux, ils ont une belle vie quand ils sont élevés par des hommes par rapport à la vie qu'ils ont dans la jungle. Et puis finalement, de toute façon, on va mourir. Donc la question est, est-ce qu'on meurt dans des bonnes conditions ou est-ce qu'on meurt euh, attaqué par un lion qui va t'ouvrir le ventre et commencer à te bouffer avant même que tu sois mort? Parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe. une vraie question que je voulais te poser, puisque j'aime avoir tous les avis sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a cette guerre entre carnivores et végétariens, véganes, où chacun accuse l'autre. Toi, c'est vrai que tu as cette consommation d'animaux, mais tu as une certaine éthique dans ta façon de choisir les viandes que tu manges et dans la façon dont l'animal doit être élevé aussi. Oui, oui, oui. Pour moi, une viande n'est pas égale à une autre. Euh, je suis dans la recherche de viande élevée à l'herbe. J'aide des agriculteurs qui cherchent à monter des élevages comme ça. Et là encore, tu vois, les trucs qui sont complètement fascinants. Tu t'aperçois quand tu recherches un peu que finalement, ça peut être très rentable de faire de l'élevage à l'herbe, alors que tout le monde est persuadé que finalement, il faut faire de la stabulation et des vaches qu'on nourrit avec des grains, etc. Et en fait, ça n'a pas de sens. À la fois, ça fait des vaches malades, et à la fois, ça t'oblige à acheter des tas d'investir énormément pour avoir une étable digne de ce nom, et puis de nourrir constamment les bestioles avec du grain, et les bestioles, elles sont malades. Il faut bien C'est- c'est- refourguer les céréales, quoi, finalement. Alors, très probablement là-dedans, il y a le fait que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a commencé enfin, il y a eu dans les années 50 une vraie panique équivalente à celle du réchauffement climatique, qui disait qu'on allait tous crever parce qu'il y avait une surpopulation mondiale qui se pointait. Ok. Et surpopulation, ils étaient persuadés qu'en 2010, on serait 20 milliards d'habitants. Ok. 2010, c'est passé. Hein. Et 2010, là, on était à 6,5, donc ils se sont trompés d'un facteur 3. C'est pas un petit peu un facteur 3. À 6,5 milliards, on peut nourrir. À 10 milliards, on peut nourrir. À 20, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire. Bon.
Et actuellement, là, les démographes disent qu'on ne sera jamais plus que 9. En fait, on va tangenter à 9 vu le vieillissement actuel de la population et on va redescendre probablement à 6-7, ce qui risque d'être assez terrible parce que tu vois, une perte de population, c'est pas un truc très très agréable à vivre. Enfin bon, c'est un autre sujet. On pourra en parler après si tu veux. Moi je crois que en termes d'éthique, manger de la viande, c'est beaucoup beaucoup mieux que de manger des végétaux. Parce que les efforts qu'il faut faire pour faire des végétaux, pour cultiver des végétaux, c'est en gros arracher à la terre un pré, un, un espace de culture. Et quand je dis arracher à la terre, c'est-à-dire créer une espèce de bulle autour qui repousse tous les insectes, tous les nuisibles, tous les mammifères, tous les rongeurs, tout ce qui va abîmer ta culture. Dans le Et cadre d'une agriculture industrielle et pas naturellement fait. C'est un non, mais arbre qui pousse. toute agriculture, aucune Voilà. agriculture n'est capable d'accepter des limaces sur ses salades. Donc, que tu les enlèves à la main, que tu les envoies très loin, ou que tu envoies des toxiques les empoisonnent horriblement, c'est à peu près pareil, si tu veux. C'est que tu cherches à enlever la nature, à arracher la nature à un espace de culture. Ok. Voilà. Et en plus de ça, il y a un autre sujet qui est très, très perturbant, c'est que la FAO dit très clairement qu'il reste moins de 50 récoltes de disponibles vu la façon dont les sols s'appauvrissent. Ok. Et quand tu regardes le truc, là encore, très logiquement, tu as des végétaux qui vont pousser en extrayant tout ce qu'il faut du sol. On va les arracher, les envoyer à la ville et jeter tout ça dans la mer une fois qu'on l'a digéré. C'est évident que tu es en train de faire mourir les sols. En plus de ça, tu as un truc qui normalement renourrit les sols, c'est la vie bactérienne, c'est la vie du sol, etc. Alors là, c'est sûr que l'agriculture industrielle, elle détruit tout ça très très vite. Voilà. Donc ça, c'est pour le point éthique. Alors, en septembre 2018, donc il y a bientôt 2 ans, j'ai basculé du coup sur une alimentation uniquement carnée. Donc je n'ai pas consommé d'éléments végétaux depuis cette époque. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, j'ai dû consommer 700 grammes d'onglet avec 4 jaunes d'œufs et 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Et j'ai pris 2 petits morceaux de fromage. Voilà, ça me fait une journée. Ok. Donc, ça me prend 1 heure et demie pour manger, ce qui est bien, hein, il faut mieux. Donc ça, c'est en une seule prise. Ouais. Ok. Et je suis tranquille pour 24 heures. Voilà. Donc, avec cette alimentation, donc, comme tu dis, carnée, tu pratiques donc le jeûne intermittent, puisque ça va de pair avec la consommation de graisse par l'organisme. Donc, c'est un repas par jour. Je fais un repas par jour. Ok. C'est pas une contrainte que je m'impose, c'est-à-dire que si le matin j'ai faim, je vais me Tu peux découper un manger morceau de fromage. Le soir, je ne mange pas après la tombée du jour, mais ça peut m'arriver de m'en prendre un morceau de fromage comme ça. Quand j'ai faim, bon, je mange. Mais tu vois, c'est pas une prise alimentaire majeure, quoi. C'est en casse-croûte. un petit casse-croûte. Donc voilà, je fais ça depuis bientôt 2 ans. Je mange globalement à peu près 800 grammes de viande par jour, ce qui fait quelque chose qui tourne aux alentours de 2000 kilocalories. Il y a aussi un autre élément qui je trouve très intéressant, c'est la notion de protéines, puisqu'il y a à la fois la notion de protéines animales par rapport à protéines végétales, et à la fois la notion de quantité de protéines nécessaires. Et je vois que de plus en plus, les travaux sur le sujet vont vers 2 à 3 grammes par kilo de protéines nécessaires. Et, pour le reste, tu vois des gens qui sont dans la sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire qui est très, très, très reliée à la mortalité. Hein. Les personnes âgées qui commencent à perdre du poids, tu sais qu'elles vont vers la mort assez vite.
D'ailleurs, c'est à ces gens-là qu'on donne des boissons, qu'on supplémente avec des boissons hyper protéinées, mais qui sont pas sucrées aussi, en fait, quoi. Ils sont sucrés, donc du coup, tu as un vrai sujet à ce moment-là. Et puis ensuite, souvent, ça manque de sel. Donc du coup, dès qu'il commence à faire un peu chaud, tu vois qu'elles tombent comme des mouches. Et puis, on les expose pas au soleil, donc du coup, elles n'ont pas de vitamine D. Et quand il y a le moindre virus qui arrive, elles sont une proie facile. Mais si tu veux, là encore, la question de la protéine fait partie de ces découvertes que j'ai pu faire. Donc, quand tu manges de la viande, c'est pas hyper protéiné au sens où c'est un 50-50 en masse entre la protéine et le gras. Ce qui fait qu'en kilocalories, c'est un 2 tiers, un tiers. Bon, Deux après, tout tiers. dépend de la nature de la viande et de Ça parce que dépend du type de viande, évidemment, mais globalement, tu vois, ça tourne quelque part entre un 80-20 et un 60-40, selon la viande avec ou sans gras que tu prends. Et je dis 80, c'est-à-dire 80-20, c'est 82 lipides, et 60-40, c'est 62 lipides. Donc, toi, c'est un équilibre qui est à peu près normal, qui est à peu près celui que j'avais quand j'étais en cétogène habituel, canal historique, si tu veux, avec des végétaux qui étaient à l'époque des brocolis, des épinards, des choses comme ça. donc Donc, ce que j'ai enlevé en enlevant faible index les. glycémique, quoi. Pardon? À Oui, l'époque du keto, c'était voilà. des légumes, mais faible index glycémique quand même, quoi. Voilà. C'est des légumes à faible index glycémique et je les ai enlevés donc d'une part parce que la fibre ça sert à rien et d'autre part parce que quand tu regardes la façon qu'il faut pour préparer ces aliments, tu t'aperçois que c'est terriblement complexe pour en éliminer les oxalates, les lectines, les goitrogènes, enfin, c'est incroyable de voir à quel point, et c'est tout à fait logique, hein, la nature enfin, et les végétaux n'ont comme mode de défense que les produits chimiques. Mm. 95% des pesticides sont des produits d'origine végétale qu'on a synthétisés. Mm. Et donc, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est quand tu regardes des végétaux d'agriculture bio, tu t'aperçois qu'ils ont des éléments, on retrouve dedans des traces de, 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 de pesticides. Ok. Alors, moi, quand j'écoutais ça au départ, je me disais, ah bah oui, tiens, c'est finalement le fait qu'on n'est jamais nulle part complètement bio, il y a tous les mecs autour, etc. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que les plantes vont produire d'autant plus de pesticides qu'elles n'ont pas l'aide des pesticides chimiques. Et donc, plus elles sont attaquées par les insectes et plus elles vont devoir créer des molécules pour se défendre. Et ces molécules, donc les oxalates, par exemple, c'est un truc assez compliqué, quoi. Je n'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, comment on les éliminait. Apparemment, les laitages sont pas mal pour les éliminer, pour les empêcher parce que le calcium fait que ça va attaquer, ça va se coller à l'oxalate et du coup il va être éliminé, par exemple. Il y a des tas de petites ruses comme ça, mais enfin, il faut avoir un doctorat pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est bon, pas bon, dans quel cadre, le matin, le soir, chauffer, pas chauffer. Tu vois, Oui, l'exemple fascinant avec la. Pardon? c'est vite un branlage de neurones, en fait, pour qu'on puisse. Ouais, c'est ça. En fait, ma conclusion là-dessus, c'est qu'on peut se nourrir avec des végétaux, mais c'est un mode de survie. Quand tu n'as rien d'autre, bon, bah, ok, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Et on arrive à faire avec ce qu'on a, mais on est obligé de faire des trucs très compliqués. Et c'est marrant, c'est que on inverse ce truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est perçu le fait de manger de l'animal? C'est quand tu es en survie et que tu n'as rien d'autre. Et tu manges des végétaux parce qu'il y en a à profusion dans C'est notre comme ça que c'est société. vendu. Ouais, c'est comme ça que c'est vendu. Alors moi, je vois trois, quatre points derrière ça. Donc il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et qui m'a fasciné, qui est le rôle de l'Église des Adventistes du septième jour. Ouais. Ça, c'est un truc qui est. Italien.
Pardon? Ils sont végétaliens normalement, eux. Voilà, eux sont végétaliens depuis 2 siècles. Ils ont un prophète qui est venu et qui leur a dit les gars, la viande, c'est pas bon. Ok. Et pourquoi la viande, c'est pas bon? Parce que ça excite. Donc le café, le tabac, etc., pas bon non plus. Et d'ailleurs, à la même époque, hein, il y a les, comment s'appelle-t-il, les Mormons qui ont exactement la même idée. Sauf que les Mormons, ils prennent de la viande, eux. Mais pas d'alcool, pas de tabac et pas de café pour les adventistes. Ok. Et pas de viande. Et pourquoi? Parce que ça excite. Et le problème de l'excitation, c'est qu'après, tu vas aller vers le stupre et la fornication. Et leur truc principal était d'éviter la masturbation. Tu vois. Donc, c'était Ok. c'était Donc tu vas un aller vrai vers le but. diable, quoi, si tu manges de la viande, quoi. Si tu manges de la viande, tu vas devenir libidineux. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ils sont encore très présents. Donc, tu as par exemple un membre des adventistes dans le groupe qui a noyauté l'Organisation mondiale de la santé et qui avait fait un rapport pour dire que la viande était cancérigène. Le truc était, Oui, quand c'est tu ça. lis C'était il y a 3 ans, ça, ouais. ouais, c'est ça. Quand tu lis le rapport, tu dis, mais c'est juste n'importe quoi. Hein. Les mecs, ils ont essayé de compiler des études à 2 balles et puis ils ont fait des choix sur les 240 études qu'il y avait. Ils en ont sélectionné 8 qui leur paraissaient bien plus importantes que les autres et puis qui, comme par hasard, allaient dans leur sens, etc. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une grande étude. On l'attend toujours 2 ans après. Mais toi, c'était un groupe de 8 personnes dans lequel tu avais 2 ou 3 véganes et un adventiste du 7e jour. Ok. Et les adventistes, ils ont des hôpitaux, et dans les hôpitaux, ils font de la recherche. Et les gens qui font de la recherche, bien entendu, ils sont orientés vers ces sujets-là. Et puis, tu sais, c'est vachement intéressant. Ils mettent leur argent là où leur bouche est. Tu sais, c'est-à-dire que ils sont en accord avec leurs croyances. Donc, par exemple, il faut bien se nourrir malgré tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont cherché les mille et une façons de pouvoir manger de la céréale. Et ils sont les fondateurs de Quaker, de Kellogg's, de Weetabix. Ça, c'est dans la galaxie des Adventistes. Ok. Donc Et c'est puis, la céréale par excellence, quoi. bah, c'est la céréale. C'est Quaker, hein, c'est qui a expliqué que le petit déjeuner était le déjeuner était le repas le plus important de la journée. Hein, c'est un slogan de Quaker. Donc, voilà, donc ça, ce truc-là, si tu regardes ça, tu t'aperçois que c'est quand même assez incroyable l'influence qu'a eu ce groupe. C'est eux qui ont fondé la Société américaine de nutrition. Pour eux, c'est important. Pour eux, c'est essentiel. Réussir à changer ça dans le monde, c'est un vrai truc. Alors, ensuite de ça, tu as effectivement tout le courant vegan au sens presque bouddhiste ou presque, tu sais, presque indien du terme, avec il faut pas toucher il faut pas toucher à la vie, etc. Et puis tu as un autre truc qui, à mon avis, est très important là-dedans, c'est le rôle de la propagande de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Première aussi d'ailleurs, où on a expliqué aux mamans qu'il fallait qu'elles cultivent le jardin pour faire des légumes pour leurs enfants et qu'il fallait qu'elles nourrissent suffisamment avec les légumes leurs enfants. Les Anglais appelaient ça les Victory Gardens, donc les jardins de la victoire. C'était le petit potager que tu avais dans ton jardin. Et en fait, on a bourré le crâne à nos parents ou grands-parents en leur expliquant qu'il faut que tu manges tes légumes, sinon tu ne vas pas grandir, etc. Va manger de la soupe et tout ça. Et ça, c'est la propagande de guerre. Un des buts étant qu'il ne fallait pas non plus que l'arrière du front mange la viande des soldats. Il fallait le nourrir autrement, quoi. On va les nourrir autrement, on va faire une agriculture de subsistance, une agriculture de guerre, dans laquelle on a mis tout ce qu'on pouvait imaginer comme végétaux, pas trop Alors, toxiques. j'ai une question. Tu disais tout à l'heure, ils ont une certaine croyance, ils essayent de l'appliquer. Est-ce Hum, que moi, c'est un piège dans lequel je suis tombé à une certaine époque, c'est j'ai une certaine éthique, une certaine croyance, et je veux que mon alimentation la matche et en tout cas y corresponde, mais hum, ça a des limites. Parfois, le hum, corps il a besoin d'autre chose que tes croyances. Est-ce que hum. tu as pu rencontrer dans tout ce cheminement que tu as fait, à un moment
tu disais, c'est logique de manger de telle manière, je vois les études, ça me paraît sympa de le faire, mais l'application pratique ne me réussit pas. Est-ce que tu as rencontré ce truc? De fait, oui, puisque dès le départ, moi, j'ai cherché à chaque fois à appliquer les bonnes pratiques. Donc, si tu veux, quand j'avais, toi, aux alentours de 40 ans, j'étais à 85 kilos et pourtant, je faisais partie des gens qui font attention. Je Pourtant. faisais un peu de sport, j'essayais de, toi, et, et j'appliquais, si tu veux, à la lettre ce que recommandent les médecins aujourd'hui encore. Oui. Et, et, euh, et donc, en fait, j'en suis sorti par hasard, mais c'est vrai que tu t'aperçois que, en fait, il faut vraiment sortir complètement. Il faut vraiment sortir complètement. Les fruits, c'est pas bon. Ce que ça apporte, c'est beaucoup plus de, de, de fructose que de minéraux, quels qu'ils soient. Les légumes, c'est toujours très très compliqué, c'est plein de phytotoxiques divers et variés. Les céréales, c'est une catastrophe. Enfin, toutes ces choses-là, tu es obligé de les mettre de côté. Donc après ça, tu me posais la question de qu'est-ce que j'ai constaté comme autre effet. Donc comme je t'avais dit, j'avais perdu pas mal de poids, essentiellement la graisse intra-abdominale. Et ça, c'était à l'époque du cétogène. Depuis, j'ai pas bougé d'un kilo, quoi. Tu vois, je me balade quelque part entre 68,5 et 69,5. J'essaie de prendre un peu de masse, donc j'espère que je vais remonter progressivement vers quelque part entre 70 et 75 kilos. J'ai. En faisant quel exercice? Pardon? En faisant quel type d'exercice pour pouvoir reprendre de la masse? Calisthénique, donc j'ai une barre chez moi sur laquelle je fais des tractions régulières, je fais des pompes régulières, je fais des fentes des squats sur une jambe, enfin des choses quoi, qui sont classiques en poids de corps. Okay. Mais je le fais, toi, sans intention. C'est pas, je me suis pas mis dans cette idée de faire de la muscu tous les jours. Non, Je me bien suis mis sûr. dans cette idée de tiens, si je mettais une petite pratique très simple de quelque chose, donc tous les soirs, tiens, si je faisais une dizaine de tractions, ah bah ouais, c'est faisable. Est-ce que... Donc vas-y, termine quand même, parce que les bienfaits, je les trouve. les deux bienfaits étonnants que j'en ai récupérés, il y en a un qui est le fait que j'ai besoin de moins de temps de sommeil. Ok, Donc, je me lève maintenant le matin facilement, alors que c'est toujours été, depuis que je suis tout petit, une tannée. d'accord. Ça a toujours été compliqué pour moi et ça a été très handicapant dans ma vie professionnelle de me réveiller avant 9 heures. C'était dur. Et je ne comprenais pas, je voyais les gens qui se réveillaient avec un simple réveil, etc. Et moi, ça a toujours été dur. Et aujourd'hui, c'est facile pour moi, c'est-à-dire que je me réveille de moi-même à 7h30, mais c'est facile de me réveiller à 6h30 avec un réveil très léger. Donc c'est étonnant. Un deuxième truc étonnant, c'est les coups de soleil. C'est-à-dire que j'étais le gamin qui se retrouvait tout rouge très vite. Et là, je fais des expériences. Je suis resté l'autre jour 2 heures en plein cagnard. Euh, j'ai eu vaguement un peu de rouge sur la face et c'était parti le lendemain. Parce que moins C'est assez étonnant. d'inflammation, c'est ça? Pardon? Parce que moins d'inflammation, donc forcément C'est probablement le point de l'inflammation, mais c'est aussi, toi, tu t'aperçois que la viande est en fait pleine d'antioxydants. C'est une grosse partie des protéines qui sont antioxydantes, et ce qui explique qu'il n'y a pas besoin de tant de vitamine C que ça quand tu es en régime carnivore. Après, Mais c'est marrant quand même ce truc, parce que un des critères
super étonnant que j'avais remarqué quand j'avais une alimentation donc, frugivore, basée quasiment exclusivement sur les fruits, c'est que je ne Mm. prenais plus de coups de soleil. Et Ouais. pourtant, en Guadeloupe, entre midi et deux, si tu es à la Mm. plage, c'est quasiment sûr Ouais. que tu te fais cramer. Et là, sans crème solaire, c'était des époques où j'étais rosé Mm. et ça disparaissait très rapidement. Donc, bon, c'est marrant que le facteur inflammatoire. C'est évident que l'inflammation est un vrai sujet pour la plupart pour voilà, la population de manière générale. Est-ce que depuis 2 ans, depuis 2018 que tu as cette alimentation, est-ce que tu te supplémentes continuellement avec des compléments ou pas spécialement? Alors, oui, je le fais parce que j'avais commencé avant. Donc, j'ai pas arrêté. Alors, ce que je fais, c'est que je prends assez régulièrement, même si c'est quelque chose que je fais plus depuis 2, 3 mois, des vitamines K2. Ok. Donc, la vitamine K2, c'est une vitamine assez récente dans sa découverte et qui a pour particularité de permettre d'utiliser le calcium aux bons endroits. Ok. C'est ce qui permet de fixer le calcium sur les dents ou sur les os. Et ça, la vitamine K2, c'est un produit d'origine animale. C'est-à-dire que tu le trouves dans le fromage, mais et tu le trouves dans les bestioles, mais tu ne le trouves pas dans les plantes. Et c'est vraiment un produit très nécessaire, hein. Vitamine K2, si tu veux pas avoir des os friables, si tu veux pas avoir des dents avec des caries, c'est bien d'avoir la vitamine K2. D'ailleurs, ça c'est un truc difficile de savoir entre le cétogène, le carnivore et la vitamine K2, mais mon dentiste me déteste, hein. Ah oui. J'arrive chez lui, ça fait 2 ans qu'il m'a pas vu et il y a aucun tartre enlevé. Ok. Et il comprend pas très bien. Je crois qu'il me soupçonne d'aller chez un autre dentiste entre les deux. Bon, ça, le tartre, je l'avais remarqué déjà rien que le fait de faire du jeûne intermittent et que le corps a des pauses où il peut Probablement. consommer finalement ce genre de résidus, ouais, ça c'est vrai. Tu as Et raison que ça doit jouer, effectivement. est-ce- Euh, donc, quel était l'autre point? J'ai perdu ta on était question. sur la vitamine K2 et les compléments Oui. alimentaires. Donc Alors, après ça, je prends de la vitamine D en hiver, la ok, vitamine D3. ça peut se comprendre. Je suis pas en Guadeloupe, hein, donc j'ai un. Alors, t'es pas en Guadeloupe, mais pourtant, tu as choisi un fond qui laisse penser. Oui. C'est pour faire croire. C'est pour être plus cool dans ma tête, mais non, je suis pas au soleil. Je suis à Paris. Là, vitamine D3, en fait, tant que le soleil n'est pas suffisamment haut, tu as besoin d'un soleil à plus de 45 degrés pour pouvoir commencer à produire la vitamine D3. C'est ton corps qui la produit, c'est ta peau qui reçoit le signal, et le signal, il le reçoit par un type d'UVB qui est filtré par l'atmosphère quand le soleil est bas. Donc du coup, c'est recommandé dans les latitudes de l'Occident actuel, c'est-à-dire au-delà de 45 degrés de latitude. C'est recommandé d'en prendre l'hiver. Donc ça, je le fais. Normalement, tu en trouves aussi dans la graisse des animaux, etc. Mais dans le doute, ça ne mange pas de pain d'en prendre. Et c'est marrant que, en parlant de vitamine D, dans des pays comme la Guadeloupe, donc on est exposé au soleil quasiment toute l'année, Mm. la population soit autant caressée en vitamine D, et que ça montre clairement, vu que c'est le corps qui la synthétise, un problème d'assimilation, pas que Alors, de vitamines, mais trois problèmes. Premier problème, est-ce qu'on a suffisamment de matière grasse? Parce que si tu n'as pas assez de cholestérol, tu ne peux pas fabriquer ta vitamine D. Deuxième problème, est-ce que tu vas au soleil? C'est pas parce que tu es du soleil que tu vas au soleil. Et en général, tu vas au soleil plutôt en fin de journée, à un moment où justement le soleil n'est pas, envoie pas les signaux. Et puis, tu as un troisième problème qui est la mélanine. C'est-à-dire les populations à peau noire bloquent beaucoup plus d'UVB que les autres.
Et donc, eux, ils ont besoin d'être beaucoup plus au soleil que les autres. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet, toi, chez les populations noires américaines, parce qu'elles sont au-dessus du 45e degré. Et là, pour le coup, en Angleterre, il y a le même cas avec les, euh, les populations originaires des Antilles ou de certaines régions de l'Inde. C'est qu'on s'aperçoit qu'elles sont 7% à avoir. Euh, non, je crois que c'était l'inverse. Euh, je crois qu'elles étaient 15% à être en dessous du seuil de carence et qu'elles étaient à peine 10% à être au-dessus du seuil Ah, considéré aujourd'hui comme le seuil normal. ok. Donc c'est hallucinant, quoi. Et là encore, le rapport avec le Covid est un truc très 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 net, hein. On a encore du mal à dire avec certitude que c'est le manque de vitamine D qui cause ça, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que les plus malades sont aussi ceux qui ont le moins de vitamine D. Est-ce que pour le bien de l'expérience, tu ferais 6 mois ou un an sans supplémentation dans l'alimentation actuelle que tu as? Alors oui, je pourrais le faire. Le truc qui me fait encore, parce que je prends aussi des vitamines C assez régulièrement, et le truc qui me fait penser que j'aurais intérêt à garder, c'est qu'il y a, au-delà de l'alimentation normale, etc., il y a les conditions de vie dans lesquelles on est, avec les niveaux de pollution, et dans lequel avoir un petit supplément d'antioxydants n'est probablement pas une mauvaise idée. Donc, par exemple, quand je prends l'avion, et ça m'arrive assez souvent, je prends en général un sachet de vitamine C avant et un sachet après. Parce que tu te Liposomal. retrouves en altitude avec des rayons ionisants qui nécessitent des antioxydants pour contrer. Quand je suis à Paris et qu'il y a des voitures partout, que je suis en scooter, etc., je pense que c'est pas mal de prendre un peu de vitamine C. Mais en réalité, j'ai pas d'éléments pour ça, hein. C'est juste que c'est quelque chose que j'avais commencé avant et que j'ai pas arrêté en passant. Et puis, ok. Voilà. Et en fait, tu vois, là, ça fait probablement 2 mois que j'ai pas pris de vitamine C et que j'ai pas pris de vitamine D parce que il y a du soleil. Et les K2, comme je mange beaucoup de fromage ces temps-ci, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est Pourquoi si pas nécessaire? faire Donc là, j'ai levé un peu le pied sur. Enfin, ouais, c'est ça. Depuis 2 mois, j'en ai pas pris. Ok. En revanche, j'en prends beaucoup quand je suis malade. Si je sens que je suis malade, la grippe saisonnière, quand je l'ai, euh, elle dure chez moi un jour et demi, 2 jours. Ok. Quand je dis un jour et demi, 2 jours, c'est en général, je suis peut-être une journée à pas sortir, mais le reste, je suis quand même capable de sortir. Donc c'est, euh, mais là, je monte à 4 grammes de vitamine C liposomale, c'est-à-dire enveloppée dans une enveloppe qui ressemble à l'enveloppe des cellules et qui est réputée pour être 7 fois plus efficace que du. Donc, c'est un peu comme si je prenais 28 grammes de vitamine C normale. Ce qui serait difficile à prendre parce que tu n'arriverais pas à l'absorber comme ça. Et avec le sucre en moins, puisque la majorité des vitamines qui sont vendues en pharmacie sont juste blindées de sucre. Donc, je Alors me ça, si tu veux, c'est hallucinant quand tu y penses. Pour rentrer dans les cellules, la vitamine C utilise une enzyme qui s'appelle le GLUT1. demande. Et pour rentrer dans la cellule, le glucose utilise une enzyme qui s'appelle le GLUT1. Donc si tu te demandes pourquoi les gens qui prennent des fruits ont besoin d'autant de vitamine C, c'est probablement qu'elles n'arrivent pas à rentrer du fait de la saturation des portes d'entrée. Alors, tu vois, je me posais, on a eu nos alimentations un peu à l'extrême à un moment, moi du Mmh. côté des fruits et toi du côté des protéines. Et, euh, et j'ai quand même eu très peu d'expériences négatives avec cette alimentation, comme Oui. toi, ta viande. Et je me dis, là où les interférences et là où ça déconne vraiment, c'est qu'en fait, quand on mélange le tout, c'est-à-dire il y a une personne qui va manger plein de céréales, et qui va quand même prendre des gâteaux, et qui va manger beaucoup de gras, animal ou végétal. Et en fait, c'est cette interférence qui fait qu'il y a tellement d'aliments que le corps ne sait même plus sur quel pied danser. Et c'est là qu'on accumule beaucoup de toxines, puisque le corps assimile pas, le corps élimine pas.
Et je Donc, me dis que apparemment, il y a deux types d'interférences qui sont sordides. C'est gras plus sucre mm, et c'est euh, enfin pardon, c'est gras plus sucre est le problème, mais protéines plus gras ou protéines plus sucre ont l'air d'être jouables. mm. Oui, Voilà. C'est-à-dire, il y a clairement des populations qui se nourrissent de riz et de viande et elles ont assez peu de gras et donc elles arrivent à tenir, à vivre une vie décente. Mais ma façon de voir le truc est de dire euh, l'espèce humaine existe depuis 200-300 000 ans. Euh, Et pour la plus grosse partie de ces 200-300 000 ans, le climat était polaire. mm, Le climat était celui qu'on a le plus au nord de la Sibérie. mm, C'est-à-dire que même au plus chaud de l'été, on est sur le permafrost. mm. Paris était dans le permafrost. C'est la Loire qui était la limite, la fin du permafrost dans une grosse partie de la période glaciaire. Et donc, pendant 200 000 ans, globalement, je pense que l'homme s'est nourri essentiellement de grosses bestioles, de mammouths, mais en fait, il y en avait plein d'autres des grosses bestioles. On n'imagine pas à quel point il y a eu euh, une disparition subite des mammouths, des ours des cavernes, des tigres à dents de sabre, des chevaux géants, des rhinocéros à poils laineux, ce qu'on appelait ce qu'on appelle la mégafaune en fait. La mégafaune, c'est toute la faune de plus de 60 kilos. Et toute cette mégafaune a disparu probablement en une après-midi, mais peut-être un peu plus longtemps, il y a 12 800 ans. Ok. À ce moment-là, il y a une météorite qui a frappé la Terre, une série de météorites qui ont frappé la Terre et qui ont fait disparaître une grosse partie des hommes et une très grosse partie de la mégafaune. Ok. Et c'est pas un neutre parce que si tu veux, je pense pas qu'on aurait pu faire de l'agriculture s'il y avait encore des tigres à dents de sabre qui traînaient dans le coin. Parce que le tigre à dents de sabre, c'est pas un tigre, c'est un méga tigre. Mm. C'est un cheval, si tu veux, mais qui te saute dessus. Oui. Tu vois, c'est non, non, mais c'est la différence entre l'ours, le grizzly et l'ours des cavernes, Du c'est une singe. différence de x2 à x3. Donc, souvent, un grizzly est considéré aujourd'hui comme impressionnant, mais c'était le petit frère de l'ours des cavernes, Quoi. un petit joueur. Est-ce que, tu vois, cette alimentation qu'ils avaient, donc c'était une ère pas glaciaire, mais ils étaient dans le froid. Est-ce que tu adapterais ton alimentation si tu étais sous les tropiques, par exemple, où la chaleur n'est pas la même, où la présence de fruits est peut-être plus importante? Bah, sous les tropiques, on était dans une atmosphère tempérée. Mm, Mais il ne faut pas oublier que l'ensemble de la planète était dans une ère glaciaire. mm. Et on est sorti de cette ère glaciaire il y a 10 000 ans seulement. Donc c'est très très récent, 10 000 ans. 10 000 ans, on n'a pas le temps d'avoir des mutations génétiques. Donc oui, tu étais au niveau des tropiques, tu avais beaucoup plus de soleil, mais c'est pas beaucoup plus chaud. Il n'était Est-ce pas que, beaucoup plus chaud. mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette situation, pour toi, s'il n'y a pas eu de mutation génétique, on reste sur le même mode alimentaire, donc tu aurais continué sensiblement la même alimentation? Je pense que c'est la meilleure solution pour un individu que de se mettre sur une alimentation qui soit le plus proche possible de ce qu'elle a été il y a plus de 10 000 ans, quoi, si tu veux. C'est comme ça que je vois c'est comme ça que je vois le monde, en fait. Ok. C'est que je me dis, on a un corps qui fait des mutations très, 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 très lentement. Si on veut l'épargner, c'est plutôt en cherchant à faire quelque chose qui soit Le plus proche de ces moments. maintenant, pour te dire mon objectif, euh,
tous les vertébrés, on arrive à définir leur âge maximum en multipliant par 6 l'âge qu'ils ont quand leur squelette arrive à maturité. Ok. L'homme est un vertébré. Son squelette arrive à maturité à 20 ans. Donc 120 ans est l'âge normal. Et tout ce qui est avant, c'est des accidents. Oh, c'est une mort prématurée. Voilà, donc je suis OK pour avoir un accident. Ça peut m'arriver, je l'admets. Et parmi les accidents, on peut imaginer des tas de choses. Mais si je me soigne, enfin si je me préserve correctement, normalement, il n'y a pas de raison de pas être en très bonne forme jusqu'à 100 ans, si tu veux. Okay. C'est-à-dire que mon but est d'être à 100 ans comme certains aujourd'hui sont à 75 ans. 100 ans est le nouveau 75. Et aujourd'hui, hein, avec mon alimentation carnivore, j'ai probablement gagné 20 ans en termes de performance. Ok. C'est-à-dire, je fais des choses aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire il y a 20 ans. Physiquement. Physiquement. Ok. Le poids que j'ai aujourd'hui et le poids que j'avais à 20 ans. Tu vois, ça c'est un truc qu'on n'a pas abordé mais qui coule de source. C'est intellectuellement, c'est je pense que pas de sucre égale pas d'hypo et donc pas de coup de barre. Donc tu dois avoir une concentration qui est largement supérieure, quoi. Oui, ma journée est très linéaire. J'ai Alors pas de cycle dans la journée. Exactement. Les gens ont tendance à vraiment être en dents de scie toute la journée. Entre coups de barre, ils vont à la machine à café, ils vont prendre un petit truc. Et... Voilà, ça c'est quelque chose dont je n'ai plus l'expérience. Mm. Mais le changement est prodigieux hein, parce que à la fois tu es moins sensible à la dépression, tu as une énergie bien supérieure, tu as des capacités supérieures, tu as une vigilance accrue, tu as un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres éléments. Hein. Quand tu fais un jeûne de plus de 3 jours, tout d'un coup, tu te révèles être très, très brillant. Et tu t'aperçois que tu as comme un voile qui se déchire. Et ça, tu t'aperçois à quel point le glucose te traînait vers le fond. Donc voilà mon mode de vie alimentaire, si tu veux. Dans ton mode de vie alimentaire, je suis vraiment ravi que tu l'aies partagé et j'espère que ça pourra éclairer beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions parce que ça part dans tous les sens et je pense que l'essentiel, c'est que accumuler des connaissances, c'est bien, les mettre en pratique, c'est mieux et c'est ce que tu fais depuis 30, 40 ans à chercher quelque chose qui est optimal pour ton fonctionnement. C'est ça. C'est une longue recherche. Mais je pense que ça prend toute la vie en fait et que j'imagine que tu vas affiner encore plus tes expériences au fil du temps. Je suis toujours fasciné de voir à quel point mes recherches m'amènent loin de ce que j'imaginais. Ok. Je me suis lancé dans le carnivore, comme je te disais, 6 mois avant, j'étais le premier à expliquer à quelqu'un que c'était pas sérieux de pas manger suffisamment de fibres et que dans les brocolis, il y avait des phytonutriments extraordinaires, etc. Donc j'étais le premier. Mais si tu n'es pas capable de te remettre en question, en fait, c'est pas preuve d'expérience et c'est pas preuve d'ouverture d'esprit. Donc Oui, mais ça reste difficile à faire, quoi. Mais c'est étonnant. Moi, je suis extraordinairement ravi de ces découvertes, de ces changements. Il y a un petit côté agaçant qui est de dire, mais attends, si j'avais connu ça 20 ans plus tôt, j'aurais fait 20 ans au taquet comme je suis maintenant. Ça aurait changé les choses, quoi. Tu vois, c'est bon. Et puis après, tu te dis, ok, c'est comme ça. J'essaie de transmettre ça à mes enfants, de transmettre ça aux gens autour de moi. Et je me dis que peut-être on aura une civilisation en meilleur état si on a moins de malades, aujourd'hui, tu as 45% des Américains qui sont en état d'obésité. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Une personne sur deux souffre.
Et avec en plus, tu vois, un truc terriblement, enfin moi je suis pas le seul à ressentir ça. Je me souviens d'un interview de Jordan Peterson sur GQ UK avec une fille qui était assez, qui cherchait à le coincer, quoi. Bon, et elle était un peu jeune, elle avait un peu de mal et à la fin, elle est un peu comment dire, elle est obligée de baisser un peu sa garde, et puis elle lui fait, mais vous avez jamais changé d'opinion Elle dit, mais si, non, mais ça m'arrive de changer considérablement d'opinion. Quoi par exemple? Et puis, comme toujours, Jordan Peterson, il est toujours en train de réfléchir très, très fortement avant chaque réponse, quoi. C'est un type qui parle vraiment avec beaucoup de profondeur. Et il dit, par exemple, j'ai changé complètement mon avis et mon opinion et ma vision sur les obèses. Et je ressens exactement ça, et Peter Attia dit exactement la même chose par ailleurs. On voit les obèses comme des gens qui manquent de volonté. Et en fait, quand on regarde bien la vie d'un obèse, il a fait un nombre de sacrifices, un nombre d'efforts qui est hors du commun et qui l'ont détruit. Et c'est donc souvent des gens d'une grande volonté et qui se sont détruits par cette volonté de se reprendre en main, etc. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, mais quel est le problème? On est face à des gens qui ont une nourriture au sucre qui leur empêche de faire quoi que ce soit, et on leur fait réduire les calories, leur corps s'adapte, repart après dans l'autre sens, et ils sont toujours avec des glucides, parce qu'on leur a dit que les glucides, ça va être 50% de l'alimentation, et ils sont dans ce cycle infernal, et ils finissent par croire qu'ils n'ont pas de volonté. Ils finissent par croire que, bah ouais, en fait, il n'y a rien à faire, hein. Moi, de toute façon, je suis un gros. Et entendre par là, je suis un faible et tenu par mon corps. C'est horrible, tu vois. C'est horrible de faire ça aux gens. Oui. Mais il y a beaucoup de régimes, dont je vais dire leur nom, dont Weight Watchers, qui se basent sur ce manque de confiance des gens. Et moi, je me rappelle d'un truc, c'était un documentaire sur Weight Watchers, et je voyais le mec qui disait, qui était en surpoids, il dit, ça fait 10 ans, mais j'espère que c'est cette année la bonne. Ça fait 10 ans que j'essaye, et bon, allez, c'est pour cette année, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais de la même façon, en France, moi je connais assez bien le Jean-Michel Cohen, il n'a aucune compréhension de ça. Et c'est fascinant, hein, parce que oui, non, mais il faut être équilibré. Ah, d'accord. Alors, j'ai une question, docteur. En termes de mercure, il en faut combien pour que ce soit équilibré? Il faut probablement des quantités de mercure, puisque si ça existe dans la nature, c'est bien qu'il faut. Il faut manger de tout. Voilà. Comment ta famille te suit? À quel niveau elle te suit? Ou est-ce qu'elle te laisse tranquille et tu fais... Alors, ma famille s'est arrêtée, pour la plupart d'entre eux, au keto, à la diète cétogène. Oui, c'est bien, c'est une bonne première étape. Après, moi, je fais tout pour les amener à la plus grosse quantité de protéines possible. Donc, j'achète des grosses quantités de viande. Le week-end, c'est moi qui fais les repas, et donc c'est des bonnes doses de viande. Ça n'empêche que il y a toujours cette volonté de quand même mettre des légumes, etc. Alors pas le week-end, mais le reste de la semaine, le soir, c'est sûr que je vois que ma femme s'arrange toujours pour qu'il y ait quelque chose. Et bon, bah, je ne sais pas si j'ai passé suffisamment de temps à leur expliquer, ou si je les saoule trop de toute façon. Et pour ton anniversaire, vous faites quoi comme gâteau? Non, ça fait très longtemps que je fais du gâteau. Depuis que j'ai arrêté le sucre, donc ça fait 13-14 ans, quoi. Ok. Bon, on a parlé de ton mode de vie, mais je voulais quand même que tu décrives ta profession. Tu es conseiller de confiance. Est-ce que tu pourrais
brièvement nous expliquer ce que c'est? Alors, ça consiste à être à côté des entrepreneurs et à essayer d'être le premier coup de fil qu'ils vont passer quand ils ont un problème. Ok, Donc, ça veut dire être capable d'intervenir sur la plupart de leurs sujets des problématiques. ou les aider à trouver des solutions dans ce cas. Ok, Donc les sujets sont aussi bien des sujets de finance, des sujets de marketing, quel est le marché, quel est le produit que je veux lancer, qu'est-ce que tu en penses, des questions d'organisation, de recrutement, de management, de gestion des équipes. C'est sans limite en fait. ok, Si c'est un problème pour l'entrepreneur, c'est un problème pour nous. d'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fait ça par des séances d'1 heure et demie, une fois par mois minimum. Ça nous arrive de le faire plus long, hein, plus souvent, par exemple, quand il y a des sujets. Ça nous arrive d'aider nos clients, d'être à leur côté sur des négociations délicates, sur des, des, des moments de réflexion un peu plus importants. Et l'autre caractéristique, c'est que nos clients vont nous payer ce qu'ils veulent. Donc, on est sur le pari que sur le long terme, les clients décident en fonction de ce qu'ils peuvent. Quand ils peuvent plus, en général, ils nous demandent plus. Souvent, ça leur arrive à la fin de l'année de dire tiens, j'ai réfléchi, je peux te faire un chèque de plus en envoyant une facture. Donc, on est dans un mode où on se dit que de toute façon, s'ils veulent qu'on existe encore dans 20 ans, il faut qu'ils le montrent, quoi. Mm. Il ne faut pas nous laisser nous désespérer. Et de fait, hein, on est 4 associés et on a tous, autant qu'on est, cette, cette, Cette cette, philosophie. Quel conseil t'aurais donné aujourd'hui à un jeune de 20 ans? C'est une question qui me revient souvent parce on a du mal, pas que les jeunes de 20 ans, même les reconversions professionnelles, on a du mal à se projeter à le truc classique où je fais des études, je vais avoir un métier, je vais me faire une carrière. On est vraiment quasiment plus dans ce truc-là. Quel conseil tu aurais pu donner à un jeune de 20 ans qui aujourd'hui se sent un peu perdu entre études et boulot? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il se trouve que j'ai des jeunes de 20 ans à la maison, mais euh, moi, je suis assez inquiet de voir depuis les années 90 des gens qui restent de plus en plus à faire leurs études et qui vont de moins en moins vite vers le marché du travail. Ça me paraît une très mauvaise chose. Et d'ailleurs, la France est au taquet là-dessus en la matière. Donc moi, je recommande euh, aux jeunes que je rencontre, et ça m'arrive assez souvent, d'aller le plus vite possible sur le marché du travail. Et ce que je leur dis, c'est que de toute façon, reprendre ses études, c'est très facile à tout moment. D'abord parce qu'il y a des tas d'études qui se font en parallèle des études du travail, de formation professionnelle et qui sont diplômants. Alors, évidemment, quand on est un jeune qui est promis à rentrer dans les grandes écoles, etc., c'est un peu différent, mais même là, ils ont toujours cette tentation de continuer les études après et je ne le recommande pas. Ils ont aussi, quand ils veulent être entrepreneurs, cette tentation ou ces consignes qui leur sont données par leur entourage de faire d'abord leurs armes dans un grand groupe pour apprendre des choses, pour se faire une pelote de laine, etc. Je ne leur recommande pas. Je pense qu'il faut aller le plus vite possible sur le concret et que c'est beaucoup mieux d'apprendre après. C'est beaucoup mieux d'avoir fait 5 ans d'expérience et après Je pense même, tu vois, que je regarde par exemple les Américains qui font des études de médecine. Les meilleurs, c'est des gens qui ont fait assistant praticien, c'est le mec qui fait les radios pour les autres,
où j'ai le cas d'un type qui a été donc il était rentré à l'école de médecine, mais en fait il a plaqué l'école de médecine pour aller faire du rugby en Nouvelle-Zélande. Ok. Et puis quand il est revenu, il est rentré à l'armée et il a fait 5 ans à l'armée à surveiller les missiles nucléaires. Et puis il est rentré à nouveau à l'école de médecine, mais c'était 7 ans plus tard. Et il Donc était avec un. premier. Ouais, oui, Et voilà. Et pour lui, les choses étaient bien plus, avaient bien plus de sens. bien sûr. Parce Bien qu'il plus a, de sens. il a en parallèle, enfin lui c'était avant, mais il a de l'expérience du terrain et pas que de la connaissance théorique, quoi. Et il a vécu, il a trouvé une vraie motivation, etc. Alors, il y a des jeunes qui sont motivés et dès le départ, mais en fait, eux, quelque part, ils vont faire leurs études et c'est tout, et vite y aller. Ouais. Ils ne vont pas s'enfermer dans les études. Et donc, l'idée de rester dans les études jusqu'à ce que tu trouves ta vocation est, à mon avis, l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'à notre extrême, je suis d'accord avec toi, moi je le rencontre chez les thérapeutes, c'est-à-dire il y en a qui enchaînent formation sur formation Ouais. et ils ne pratiquent jamais. Les gens, ils n'ont jamais Alors, ouvert le cabinet, ils ont fait médecine chinoise, ils ont fait réflexo, ils ont fait tout ce que tu ouais, veux. Mais en fait, ouais, ils n'ont jamais pratiqué. Mais à ouais. l'inverse, quelqu'un qui peut avoir du potentiel va tout de suite se mettre dans la vie active. Et le piège, c'est pas de tomber dans genre j'ai un salaire et je suis content d'avoir, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais 1000 ou 1005 à 20 ans, ça peut paraître énorme. De tomber dans ce piège, de se conforter dans ce salaire et de ne pas reprendre les études, de ne pas continuer à. Écoute, à un moment ou à un autre, tu t'aperçois que c'est pas ce que tu veux et tu bouges. Mais quelle différence par rapport à faire 5 ans dans les études où finalement tu n'es pas motivé, donc du coup tu apprends. Il n'y en a C'est pas. assez fascinant de voir par exemple à quel point les gens avec qui je discute autour de moi ont tout oublié de ce qu'ils ont appris pour leur bac. Moi, ça me fascine. Hein. Je leur pose des questions qui sont des questions de première, et tu vois, et ils ont eu des meilleures notes que moi au bac, et ils ont tout oublié. C'est terrible, moi, je trouve. Et ils ont fait des prépas, et ils y ont pas retenu grand-chose. Bon, je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a, tu vois, selon la motivation. J'ai un associé qui est médecin. Lui, il était déjà en 3e année de médecine, qui commençait déjà à opérer parce qu'il était le mec qui dormait à l'hôpital, quoi. Donc, quand le chirurgien avait besoin d'une main pour l'aider, de 2 mains pour l'aider, il faisait tiens, viens là, mais moi je sais pas faire, je vais t'apprendre. Et puis, comment tu crois qu'on apprend? Et donc, voilà, et lui, il baignait dedans, mais quelque part, il est sorti plus tôt que les autres, et il est incroyablement, alors qu'il n'est plus médecin depuis des années, il a un diagnostic incroyablement sûr. Et j'avais un grand-père qui était comme ça, hein, qui était un plus jeune interne de France. Et ben, c'est sûr que même après un lourd accident de voiture où il a dû tout refaire sa mémoire, il était réputé pour son diagnostic, quoi. C'était Donc au plus tôt le meilleur, quoi, en fait. Plus tôt, on se donc tôt c'est très bien, et si ça vient pas, faut pas forcer, ça va venir. Faut pas se stresser, faut prendre un bagage le plus technique possible, le truc qui va aider, et puis aller l'utiliser. Et puis quand ça va pas, se dire bon ok, où est-ce que je vais chercher un bagage suivant. Okay. Et cette mobilité d'esprit, voilà, c'est. Après, si tu veux, il y a tout un sujet qui est assez complexe. C'est le sujet de la capacité. Tu as des gens qui ont 150 de QI, tu as des gens qui ont 130, tu as des gens qui ont 100, mais tu as aussi des gens qui ont 80. Et avoir 80, si tu veux, ça veut dire que on ne t'accepte même pas à l'armée américaine. Et on ne t'accepte pas avec raison, hein, parce que quand ils ont cherché à engager des gens comme ça, pour un guerre du Vietnam où il manquait un peu de main-d'œuvre,
il y a toute une série de conférences qui s'appellent les McNamara Morons, les crétins de McNamara. Ok. McNamara était le ministre de Défense de Kennedy. C'était un type extrêmement brillant. C'est le mec qui a sauvé le plus de vies humaines aujourd'hui. C'est Forrest Gump, en fait, cette histoire. Pardon? C'est Forrest Gump, en fait. C'est l'histoire de Forrest Gump, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Mais ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que euh, euh, ces gars-là qui se retrouvaient à l'armée, tu te dis, bon, attends, de toute façon, pour tenir un fusil et tirer, faut pas être une lumière. Eh ben, ils n'étaient pas capables de faire ça. Ils n'étaient pas assez rapides. Tu sais, tu les mettais sur un champ de tir, tu faisais apparaître une cible et ils devaient tirer sur toutes les cibles qui apparaissent. Tu fais apparaître une cible, ils font ah ouais, c'est vrai, il faut que je tire ça et ils alignent et toc, elle a disparu. Ah, il y en a une autre. Voilà. Et ça, euh, les envoyer d'une ville à une autre en car. En gros, on prenait un mec normal, on lui disait écoute, ce mec-là, c'est un idiot. Donc tu le prends avec toi, devant lui, quoi, hein, Mhm. devant le mec, on lui dit bon, lui c'est un crétin, tu le prends avec toi, tu le lâches pas d'une semaine, tu l'amènes jusqu'à l'adresse là-bas au régiment, il va au régiment avec toi. Et l'autre, il se révolte pas, ouais, ouais, c'est vrai que je suis crétin, hein. On me l'a toujours dit. Ouais. Bon, et ça, c'est 10% de la population. Ok. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui n'ont aucun avenir, aucun espoir, etc. C'est des gens qui sont, quand ils trouvent leur voie, ils vont la faire avec une incroyable méticulosité, un soin, un amour du travail. Et donc, du coup, euh, moi, je crois beaucoup, tu vois, à l'idée d'accumuler les CAP et des choses très techniques comme ça qui t'apprennent à faire exactement ton métier et qui font que tu es impeccable pour tracer ton chemin. Ok. Donc, c'est très différent, si tu veux, du conseil que tu vas donner à un de ces gamins un peu doué et un peu inadapté pour le système, quoi. Ok, je comprends. Tu as quelque part au-dessus de 120, c'est les gamins qui sont capables de suivre des études supérieures. Bon, bah, le message, c'est à un moment ou à un autre, tu referas tes études si c'est nécessaire. Va travailler, fais-toi un BTS quelconque. Quelque chose de Monte le concret. Alors, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'en fait, il y a eu une crise assez sanglante qui ne se voit pas en fait hein, dans les chiffres. Tu regardes les chiffres du PIB de la France, il n'y a pas une chute en 90, 92, tu vois, il y a pas de chute. Mais en fait, tous les gens qui sont sortis de leur école de commerce à cette époque-là, de leur école d'ingénieur, tous ces gens-là n'ont pas trouvé de job. Ok. En 91, je discutais avec le DRH de Sagem, donc grosse boîte d'électronique, qui recrutait que des ingénieurs. Le gars était à un an de la retraite, donc il en avait vu des choses. Mais là, il sortait d'un forum Pôle emploi à la Défense et il y allait, tu vois, comme on va d'habitude, parce qu'on fait plaisir à Pôle emploi, mais Pôle emploi n'a jamais envoyé des ingénieurs à Sagem, tu vois, ils ne passent pas par Pôle emploi, les ingénieurs. Ouais. Et bien là, dans ce forum, en 91, il avait rencontré 4 centraliens et un polytechnicien. C'est hallucinant. Et si tu veux, ça, c'est des trucs où ça se voit pas dans les chiffres parce que, en gros, tu as 23 ans, tu trouves pas de boulot, bah, tu restes chez tes parents. Et puis, bon, tu as des copains qui, eux, ont du boulot et toi, tu fais partie des quelques-uns qui n'ont pas de boulot. On te prend pour un âne. Et, mais bon, globalement, c'est juste que tu vis avec 500 euros par mois pendant 2-3 ans et voilà, quoi. Mm. Tu es en dessous du seuil de pauvreté, mais tu es chez tes parents, donc de quoi tu te plains? Ouais. Et ça se voit pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à faire, bon, bah, tant qu'à faire, je vais faire des études. Et donc, on commençait à accumuler les études. Et c'est devenu une sorte de norme parce qu'on n'a jamais résorbé ce matelas d'étudiants. Ouais.
Et donc aujourd'hui, tu as des gens qui rentrent sur le marché du travail à 25, 26 ans, alors que la norme, c'était 22 avant. C'est ça. Voilà. Donc moi, mon conseil à ces jeunes, c'est allez-y à 22. Allez-y à 22. Moi, j'ai une fille qui est sortie de l'université à 22. Elle a commencé tout de suite. Elle s'est mise à son compte à faire de l'informatique. Elle se débrouille très très bien. Et probablement, à un moment ou à un autre, elle éprouvera le besoin d'aller faire un master pour augmenter sa crédibilité sur tel aspect ou tel autre, ou pour changer de voie vers un truc qui l'intéresse, ou je ne sais. Mais au moins, elle Ça sera très apprend, bien, elle gagne de l'expérience comme ça. bien sûr. Alors, pour faire suite à cette question, si tu devais conseiller un livre, pas forcément à ces jeunes de 20 ans, mais si tu devais choisir un livre, tu aurais choisi quoi? Écoute, le livre de Jordan Peterson est incroyable. Ouais. Les 12 Rules, c'est ça? Ouais, 12 Rules for Life, les 12 règles pour la vie. Je vais te dire ce qu'il a d'incroyable. Je l'ai offert à mes deux aînés. Donc, Jenny avait à l'époque 21 ans et puis Emilien devait en avoir 17. Euh, mais ça va être ça. Ils l'ont tous les deux lu. Moi, je n'y croyais pas. En général, quand tu offres un livre à quelqu'un, si tu veux, il dit ouais, c'est bien, merci, et puis il le met sur un côté. Ils l'ont tous les deux lu et ils en discutaient entre eux. Donc, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre de sagesse. C'est un livre explique qui explique qui explique que le monde est difficile et que notre objectif dans ce monde, c'est de traverser ces difficultés la tête haute. Et c'est vachement rassurant pour des jeunes de comprendre qu'en fait, s'ils trouvent ça dur, c'est normal et c'est un bon signe. Euh, et, euh, et que finalement, chaque fois qu'ils réussissent à faire un pas en avant, c'est vu par tout le monde comme une grande victoire et ça impressionne tout le monde. Ça va à l'encontre de ce truc de ils se marièrent et vécurent heureux. C'est qu'on nous a beaucoup vendu cette histoire de bonheur définitif, alors que la vie, c'est des défis à Oui, relever tous les jours. Et quand tu as fait l'étape 1, mais il y aura une étape 2, et puis il y aura l'étape 3, et c'est faire la paix avec ce truc aussi, quoi. alors, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a tenté de faire croire aux gens que le but de la vie, c'était d'être heureux. Ce n'est pas possible. Hein, on ne peut pas. D'être On est dans heureux tout le temps. C'est mais ça même qu'on... comme objectif de vie. Ah Comme oui. objectif de vie, c'est pas d'être heureux. Ouais. C'est l'objectif de vie, c'est d'avoir une vie qui a du sens et de profiter du bonheur à chaque fois qu'il est là. Mais c'est parce qu'on sait qu'il est rare que quand on l'a, il faut en profiter. Et c'est pas un objectif de vie parce que arriver à un moment et atteindre le bonheur est tellement éphémère que comment on sait que ça reste. Arriver à poursuivre sa vie avec du sens, c'est-à-dire avec le sentiment d'une utilité, avec le sentiment d'avoir progressé, d'avoir fait progresser le monde, d'avoir ça, ça se mesure comme un succès, comme un bienfait. Okay. Mais on ne peut pas le faire avec le bonheur. Et en plus, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de bonheur? Alors donc c'est bon, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue, il faut s'arrêter? Parce que c'est ce qui va se passer. La vie est une succession de malheurs. On aime des gens, on sait qu'on va les perdre. C'est inévitable, c'est la vie. On va les perdre, mais non seulement ça, mais des gens qu'on aime vont souffrir. C'est terrifiant.
Si on n'admet pas que ça fait partie de la vie, que c'est pas grave, enfin que c'est pas grave, que ça fait partie de la vie, que ça va arriver, qu'on va devoir à ce moment-là se montrer la personne la plus forte, celle qui soutient les autres, aide les autres à passer ce cap, et qu'on va, grâce à ça, progresser, qu'on va euh, euh, avancer dans notre but de vie, avancer dans notre tenir notre place dans ce monde un peu fou dans lequel on est. Voilà. Donc c'est pas un optimiste forcené, hein, Peterson, mais c'est probablement un des plus grands penseurs de notre temps, et il est encore vivant. Donc il y a à chaque fois qu'il fait une conférence quelque part, il y a 5000 personnes qui payent 200-300 euros pour Il y avait l'écouter. des places qui étaient beaucoup plus chères. J'avais vu qu'à un moment, ça partait. Certainement. Alors là, il se trouve qu'il est malade actuellement, donc du coup, il y a plus rien depuis bientôt un an. Euh, donc on espère tous qu'il va se rétablir. Mais c'est prodigieux. Il faut regarder sur Internet les interviews qu'il a données. C'est à chaque fois extraordinaire. Alors il y a des gens qui ne supportent pas, mais qui sont en général des gens qui n'ont jamais écouté ce qu'il a dit. C'est des gens qui s'arrêtent à l'image qu'il a soi-disant. Je regardais un truc sur LinkedIn, des gens même sur LinkedIn, des mecs qui disent mais pourquoi est-ce que vous écoutez ce mec misogyne, etc. Je dis, mais de quoi tu parles? Et puis il sort un quote qui est Voilà, le nazisme est différent de l'antisémitisme. Ben ouais, c'est différent. en général, ils le reprennent hors contexte. C'est Mais le grand. même hors contexte, tu dis ouais, et alors? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? C'est Oui, vrai? mais voilà, il y a toujours une personnalité à abattre, et lui, effectivement, c'était Oui, oui, l'engouement. mais en plus, si tu veux, il est enfin, en fait, un des messages de Peterson est de dire aujourd'hui, on sait parfaitement dessiner la ligne jaune qui te fait passer de un mec acceptable à un mec d'extrême droite. En revanche, on n'a jamais pris le soin de dessiner quelle est cette ligne qui te fait passer d'un homme acceptable à quelqu'un d'extrême gauche. Et il dit ça, c'est un vrai problème parce que du coup, l'extrême gauche a fait des centaines de millions de morts et personne n'a l'air de trouver que c'est grave. L'extrême gauche en Chine a créé le régime le plus totalitaire de la planète après celui de Corée du Nord. Ça gêne personne. Ouais. Je te rappelle qu'en Chine, actuellement, les Noirs sont pourchassés et mis dans des hôtels à l'écart de tout le monde et expulsés du pays, etc. On n'est pas loin du pogrom, si tu veux. C'est juste hallucinant. Tu dis, mais je croyais que c'était un pays qui était en voie vers la civilisation. C'est en Chine, si on te considère comme un mauvais citoyen, tu n'as pas le droit de prendre le train. T'es noté maintenant. Attends, t'es noté. Incroyable. C'est bon. Et ça, ce sont les effets de l'extrême gauche. Et donc, effectivement, tous les gens qui ont une inclinaison à gauche, qui ne se rendent pas compte qu'ils vont tellement loin dans leur radicalisme qu'elles les emmènent vers un extrême inacceptable, eh ben, on n'a pas mis la ligne jaune. Et il faisait partie des gens, et il fait partie des gens qui essaient de mettre une ligne jaune, et notamment de dire, voilà, le moment où il y a une ligne jaune, c'est quand on prétend obtenir une égalité des résultats. Le moment où on dit tous les salaires devraient être égaux, le moment où on dit il devrait y avoir autant d'hommes que de femmes, le moment où on dit il devrait y avoir autant de X ou Y, il dit ce moment-là, on rentre dans un processus totalitaire. C'est déjà le cas. Donc, du coup, tu comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal avec ça. Quand il explique que le décalage de salaire entre les hommes et les femmes n'a rien à voir avec le sexe, ça va un peu contre la doxa ambiante, tu vois.
Oui, c'est vrai. Mais il l'explique de manière très claire et en disant, c'est pas moi qui le dis, l'ensemble des gens qui travaillent dans mon domaine, qui est la psychologie sociale, arrivent à la même conclusion et pourtant, ils sont tous, et moi d'ailleurs aussi, le dit-il, inclinés à gauche et ça leur a pas fait plaisir de le réaliser, mais ils ont fait des expérimentations dans tous les sens. Tu vois, par exemple, il y a une expérience hallucinante qui montre que quand tu vas dans les pays d'Europe du Nord, qui sont les pays qui cherchent à donner le plus de choix possible aux femmes pour qu'elles ne soient pas prises dans un contexte patriarcal, etc. Bah, tu t'aperçois que c'est les pays où il y a le plus de femmes qui vont vers les métiers de soins et qui s'éloignent des métiers de sciences. Ok. C'est les pays où tu as le moins de femmes ingénieurs et le plus de femmes médecins. Ok. Dans un libre choix, tu vois, c'est justement le truc inverse de ce que pensaient les gens en disant non, mais si on n'habille pas les filles comme des petites filles quand elles sont jeunes, etc., eh ben, elles vont arrêter de croire qu'elles sont là pour faire des enfants. Ah bah dis donc, c'est l'inverse qui se produit. Alors, je croyais que ton hypothèse, c'était ça, donc elle n'est pas bonne. Tu vois, l'hypothèse n'est pas validée par les faits, on abandonne l'hypothèse normalement. Oui, oui. On ne peut pas continuer à croire à ce truc-là. Ouais. Et là, donc, tu as toute une. Enfin, bon, voilà. Donc, je recommande à tout le monde d'écouter Jordan Peterson. Il a des trucs extraordinaires. Il a mis tous ses cours en ligne, ses cours de l'Université de Toronto. Et c'est des cours qui sont formidables, qui donnaient devant des étudiants qui étaient tous euh, vachement attentifs parce que il leur a expliqué les choses vachement. De toute façon, cours de psychologie avait pour objectif de montrer à chacun de ses étudiants qu'ils auraient probablement été capables d'être des bourreaux s'ils s'étaient retrouvés dans les conditions du nazisme ou du communisme. Oui, non, il fait beaucoup, beaucoup d'analogies dans ses vidéos. Il utilise beaucoup les films Disney aussi dans ses cours en Alors, enfant. Et, oui, il a une partie de ses enseignements qui fait référence aux grandes mythologies, en ce sens que si on les accepte comme des histoires mondiales, c'est qu'elles parlent à notre cerveau de manière suffisamment profonde pour que ça touche à ce qu'on a de plus commun dans la formation du cerveau. Donc là encore, c'est des cours de psychologie incroyables que je ne pensais pas trouver des gens qui aient autant à nous apprendre en psychologie. Donc ça, c'est probablement le livre que je recommanderais. Après, pour ceux qui ont lu ça et qui veulent aller sur quelque chose d'un peu dur, mais qui est super important aussi, il y a toute la série de Nassim Taleb, ouais. qui, bien que libanais, quelqu'un de très bien. Donc Nassim est un mec extraordinaire. C'est un docteur en mathématiques qui a fait un MBA aux États-Unis et qui allait faire du trading sur les marchés financiers, mais qui s'est aperçu qu'il était entouré par des gens qui ne comprenaient rien aux maths. Et le marché financier, c'est quand même pas mal les maths. Oui. Et donc, il a écrit une série de bouquins, d'abord pour montrer que c'était des idiots qui ne voyaient pas les trucs classiques. Ensuite, pour montrer qu'en fait, on est constamment face à ce qu'il appelle des black swans, c'est-à-dire des changements incroyables qui ont des impacts énormes qu'on ne pouvait pas du tout prévoir et qu'on arrive après à justifier en disant bah oui, mais on aurait dû savoir. Et puis du coup, il va dire dans un troisième livre que bah, si c'est le cas, il faut le prendre en compte parce que sinon on est comme le Procrus qui était un personnage mythologique qui avait une auberge et qui accueillait tous les voyageurs. Et puis super bien, mais sauf que quand le soir arrivait et qu'ils allaient sur leur lit, il avait un lit qui, si ils étaient trop petits, bah, il les étirait pour qu'ils aient la taille du lit, et que s'ils étaient trop grands, il leur sciait les jambes pour que ça tienne dans le lit. Et ça, tu vois, c'est toute cette notion de gens qui veulent veulent que les faits collent avec leur modèle plutôt que de changer le modèle. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as des croyances et tu veux que le truc s'applique à tes croyances et Voilà. pas modifier tes croyances. Voilà. Donc ça, c'est son troisième livre, le livre Procruste. Et puis après, il a fait un quatrième qui est sur la notion de l'antifragilité.
C'est-à-dire comment on fait pour, quand il y a un Black Swan, être celui qui en profite. Ok. C'est marrant, il dit, j'ai dû inventer ce mot parce qu'il n'y a pas de mot pour antifragile. Antifragile, donc c'est contraire de fragile. Fragile, tu tapes dessus, ça casse. Donc antifragile, tu tapes dessus, Ça se renforce. ça se renforce. Bah, c'est le cas du corps humain. Ouais. Si tu as résisté au Covid, eh ben, tu t'es renforcé. Bah, Si tu fais de la musculation, tu soulèves 100 kilos, ben, ton corps il va réagir pour pouvoir le refaire. bah, tu as une salle de boxe taille. Les boxeurs taille, quand ils tapent sur des poteaux, c'est pour créer des micro-fractures et que ça se renforce après, en Tout à fait. fait. Ouais. Et le Ouais, muscle, c'est il faut pas, et en même temps, tu t'aperçois que si tu le fais trop fort, tu te pètes. Donc, toi, il faut un faire ce qu'il dosage. faut pour que ça renforce et pas que ça pète. Voilà. Donc, ça, c'est antifragilité. Puis, le dernier livre, c'est un livre qui est tout à fait de circonstance. C'est un livre qui s'appelle Skin on the Game et qui dit le gros problème, c'est quand les gens prennent des décisions et que ça leur coûte rien. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, on a des gens qui ont décidé d'enfermer un tiers de la population dans des baraques et ça leur coûte rien. S'ils se sont trompés, c'est pas grave pour eux, c'est pas eux qui vont payer. Non. Tu vois, tu pourrais dire, tiens, une entreprise, on lui demande de fermer son business. Elle a rien fait, elle. Ouais. Donc, c'est celui qui lui demande de fermer pour des raisons sanitaires qui devrait payer. Ouais. Mais en même temps, si l'État se met à payer, c'est avec l'argent de qui? Ouais. Bah, c'est avec l'argent de tout le monde, c'est pas avec l'argent de l'État. Donc, ça, c'est skin on the game. C'est les gens qui n'ont pas un risque dans ce qu'ils font. Le pilote d'avion, il a un skin on the game, tu vois. Si l'avion se crache, il risque d'être le premier à mourir. Donc, il va faire gaffe. Il a sa peau en jeu. Il joue sa peau. Oui, les gens n'ont rien dans le jeu, quoi. C'est sûr. Ah bah, il y a de plus en plus d'agents qui n'ont aucun risque dans les paris qu'ils prennent. Ils jouent avec l'argent des autres, ils jouent avec la vie des autres. Toi, c'est pas pareil de jouer à la roulette russe avec ton flingue que tu mets sur la tempe ou de jouer à la roulette russe avec des gens que tu vises les uns après les autres. Exactement. Hein, c'est un autre jeu. Un autre jeu, oui. Voilà, donc ça, ce serait les autres livres. Et puis après, si ils allaient plutôt vers le management, etc., il y a une autre série de bouquins qui sont la série de Eddie Goldratt. Donc là, il a fait une série de livres sur comment est-ce qu'on fait pour gérer une entreprise correctement. Ah, Goldratt. It's not luck, c'est Goldratt. Oui, c'est notre luck, c'est Goldratt, oui. Et le but aussi, c'est ça? Voilà, le but, c'est Goldratt aussi, oui. Voilà. Donc, voilà la bibliothèque pour bien démarrer dans la vie, s'il en fallait une. Je pense que ça plaira. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour tous les insights que tu as pu donner sur ton mode de vie et sur ton fonctionnement, et en espérant que ça puisse éclairer le plus de monde possible. Écoute, c'est un plaisir de partager, d'échanger. Ça fait partie des choses qui nous font vivre.